Je vous propose que nous démarrions sans plus attendre donc, notre grand débat. Bienvenue à tous et toutes pour ce débat donc, sur l'actualité politique de la période avec Sophie Binet, donc secrétaire générale de la CGT, et Fabien Gay, sénateur de la Seine-Saint-Denis, directeur du journal L'Humanité. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, je vais vous poser à tous les deux une première question. Nous assistons maintenant depuis plusieurs mois à une offensive brutale du gouvernement pour bâillonner le Parlement, 49-3, 47-1, vote bloqué, on a tout vu pendant la période du printemps, mais aussi une offensive pour intimider et criminaliser des mouvements, des associations, les syndicats. On a tous en tête ce qui s'est passé avec les soulèvements de la terre, la LDH, traité de terroriste, mais aussi la demande de dissolution des soulèvements de la terre. Et en ce qui concerne les syndicats, on sait que près d'1 millier de syndicalistes subissent à la fois des sanctions, mais aussi des convocations de la police. On a évidemment tous en tête la convocation de Sébastien Ménespillet, ce qui n'était pas arrivé quand même depuis les années 50, qu'un dirigeant de la Confédération soit convoqué comme ça pour action syndicale. Je crois qu'on peut ajouter aussi à cette situation les violences policières contre les manifestants, contre les citoyens, que ce soit dans les manifs des retraites, les gilets jaunes, et puis évidemment toute l'actualité qu'on a connue au mois de juin. Alors, comment analysez-vous cette situation ? Cette réponse autoritaire aux mobilisations contre la réforme des retraites, mais aussi contre les mobilisations féministes, contre l'inaction climatique, elle est sûrement là pour soumettre le monde du travail, pour soumettre la population, mais n'est-elle pas le signe que le patronat, avec le gouvernement, veut refermer le plus vite possible et le plus violemment possible ce qu'il ne voudrait être qu'une parenthèse qui s'est construite dans l'unité syndicale, dans la convergence des forces de gauche, et qui non seulement portait le refus de la réforme des retraites, mais portait aussi une réflexion sur le sens du travail, le sens de la société. Donc à partir de là, que pensez-vous de la situation ? Reste-t-elle ouverte ? Peut-elle rebondir ? Et à quelles conditions, selon vous ? Donc voilà la première question que je voulais vous poser. Mais vous avez un peu de temps pour développer, pas de souci. Sophie, on commence avec toi. Alors la première question, en fait, il y en a à peu près 15. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai été obligée de mettre 15 questions dans le temps. C'est ça. Bon, je vous demande un peu d'indulgence, parce que moi je suis un peu diesel le matin. Alors, première chose, je pense que ce qui s'est passé avec cette mobilisation et ce passage en force du gouvernement, ce qui est important de se dire, c'est que dans quasiment tous les autres pays européens, ce qu'a fait le gouvernement français ne serait pas possible. Puisque quand on discute avec nos camarades européens, les Allemands, les Espagnols, les Belges, etc., ils nous regardent tous avec des yeux ronds en disant « mais expliquez-nous, vous les Français, on les fascine par la force de nos mobilisations sociales, en comparaison avec nos taux de syndicalisation qui sont beaucoup plus faibles que les leurs. Par contre, on est capable de faire des grèves, des manifs très très fortes. » Et puis là, ce qui les fascine, c'est qu'on est sur le niveau de mobilisation et de conflictualité que eux ont rarement connu et que le gouvernement puisse passer en force malgré l'absence de vote et l'absence de majorité à l'Assemblée et malgré cette opposition très forte. Donc d'abord, se dire que ailleurs en Europe, ce qui s'est fait en France ne serait pas possible. Et ensuite, se dire que auparavant, beaucoup de gouvernements ont reculé face à notre mobilisation. Et donc, ce passage en force de Macron, c'est aussi un signe des temps et un signe du néolibéralisme radicalisé auquel on s'affronte désormais, avec maintenant des gouvernants qui sont directement au service du capital et qui n'en ont plus rien à faire de perdre la bataille de l'opinion. Parce que là, la bataille de l'opinion, ils l'ont perdue et à plate couture, dans la durée, voilà, ils ont perdu aussi la bataille de la mobilisation. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'en ont plus rien à faire ? Parce qu'ils savent qu'après qu'ils auront fait le sale boulot et qu'ils auront imposé en force les réformes impopulaires, de toute manière, ils ont un reclassement garanti par le monde des affaires. On voit beaucoup d'anciens dirigeants qui font ne serait-ce que des tournées de conférences et payer 5 000 € la conférence, et puis des reclassements dans toutes les multinationales. Et donc finalement, le fait
Parce que les moyens de pression qu'on a dans les mobilisations classiques, c'est la pression économique et la pression démocratique sur un gouvernement qui passe en force. Par exemple, Sarkozy, en 2010, il passe en force, il perd en 2012. Et donc, bon, avec malheureusement derrière pour nous le résultat qu'on sait, mais en attendant, Sarkozy a payé dans les urnes son passage en force. Là, Macron, bon, d'abord, il sait qu'il ne peut plus se représenter, et puis ensuite, même s'il pouvait se représenter, c'est pas vraiment son problème, parce que de toute manière, il sait qu'il a son offre de reclassement. Donc, il y a deux leçons de mon point de vue à tirer. La première, c'est que gagner la bataille de l'opinion, la bataille de la mobilisation, c'est indispensable, mais ça n'est plus suffisant quand on a un affrontement de cette violence-là. Et donc, ce qui nous a manqué sur la mobilisation, c'est la capacité à augmenter les grévistes après le 7 mars et à avoir plus de secteurs en grève, plus de secteurs en grève reconductible. Et donc, pourquoi? Le premier facteur explicatif, c'est qu'il y a 40% des entreprises privées dans lesquelles il n'y a pas d'organisation syndicale. Et donc, pour les salariés, faire grève, c'est purement théorique. Donc, c'est pour ça que dans les priorités de la CGT des prochains mois, on a une grosse séquence d'élections professionnelles. Et notre objectif, c'est de profiter de cette séquence pour s'implanter dans un maximum d'entreprises pour pouvoir faire reculer ces déserts syndicaux. Donc, petit message, si vous avez des amis, de la famille, etc., qui travaillent dans des boîtes dans lesquelles la CGT n'est pas, c'est le moment, il y a des élections partout, ils se syndiquent et puis on s'organise avec leurs collègues pour présenter une liste CGT, pour créer une nouvelle base CGT. Et toutes les études démontrent que c'est la base pour se faire respecter et pour gagner des avancées pour les salariés, parce qu'une entreprise dans laquelle il y a une base syndicale, il y a plein de sociologues qui ont travaillé là-dessus, qui montrent que les augmentations de salaire elles sont plus importantes, etc. Donc contrairement à ce qu'ils veulent faire passer comme idée, il y a une efficacité directe au syndicalisme. Donc ça, c'est la première chose, c'est que quand on a des affrontements de ce niveau de conflictualité, il faut qu'on soit capable à d'étendre et d'amplifier les grèves, sinon les manifestations et l'opinion ne suffisent pas pour gagner. Et puis la deuxième leçon, c'est que la question démocratique, elle est centrale. Et c'est vrai que parfois, pour le mouvement ouvrier, la question démocratique, notamment la question démocratique institutionnelle, on va dire, elle a pu paraître secondaire. Enfin, c'est vrai que les histoires d'institutions, etc., pour nous, c'est un peu des débats constitutionnalistes. Bon, là, le point positif, c'est que grâce à Macron, on a tous eu un petit cours de droit constitutionnel avec le 49.3, le 47.1 et j'en passe. Et donc, on voit que pour le mouvement social, pour les syndicats, pour le mouvement ouvrier, le fait de transformer cette constitution de la Ve République, c'est juste indispensable, parce que c'est grâce à ça que Macron a pu passer en force. Et en fait, bon, il y a plein de choses qu'il faudrait changer, mais il suffirait déjà d'une chose, avoir un vrai droit à référendum qui fonctionne, parce que si on avait pu avoir le référendum, on n'aurait pas perdu sur la réforme des retraites. Or, le référendum, il a été créé, le référendum d'initiative partagée, il a été créé en 2008 par Sarkozy. Il a été fait exprès pour ne pas fonctionner. Donc c'est normal qu'on n'ait pas réussi, même si on a essayé plein de choses, mais ça a été rédigé pour ça. Parce qu'ils ne veulent pas que ça marche, parce qu'ils savent que sinon, ça servirait à notre profit. Donc deuxième leçon, les questions démocratiques, il faut qu'on les investisse beaucoup plus au niveau de la société d'une façon générale. Donc cette Ve République, il faut la faire péter, il faut que ça soit la leçon de cette mobilisation, c'est faisons sauter la Ve République. Et puis cet autoritarisme gouvernemental, il ruisselle, il s'alimente avec l'autoritarisme patronal, c'est-à-dire que ça se nourrit en fait. On a un autoritarisme gouvernemental, on sait que le gouvernement, c'est beaucoup un gouvernement de DRH, d'anciens dirigeants d'entreprise, c'est la Startup Nation en fait, c'est ça l'identité de Macron, c'est les gens qui sortent du monde de l'entreprise et des hauts dirigeants, et donc ils dirigent l'État comme ils dirigeaient dans les entreprises. Et de l'autre côté, c'est aussi ce passage en force gouvernemental qui légitime l'autoritarisme patronal et le fait que dans les boîtes, les patrons se sentent autorisés à passer en force surtout avec un habillage, avec la novlangue managériale où on dit l'inverse de ce qu'on fait. Et donc on dit, on va faire du dialogue social. Alors dialogue social, déjà, c'est pas le terme de la CGT. Nous, on dialogue pas, ça fait comme si on avait un dialogue apaisé. Non, il y a la démocratie sociale, on n'est pas des partenaires sociaux, on est des acteurs sociaux. Donc il y a tout un vocabulaire qui vise à gommer la dimension de conflictualité et à faire comme si les choses se passaient très bien dans le meilleur des mondes. Donc cet enjeu démocratique, c'est important de le porter au niveau institutionnel et évidemment au niveau des entreprises, où depuis les lois travail de Hollande en 2016, on a eu un grave recul
des dispositifs démocratiques pour représenter les travailleuses et travailleurs, avec en gros la perte de la moitié des représentants du personnel en nombre, la perte des représentants du personnel de proximité, la suppression des comités hygiène, santé et sécurité. Et on a d'ailleurs, nous, sur le terrain, quasiment une forme de burn-out des représentants du personnel, parce que maintenant, être élu au CSE, au Conseil social et économique, bah, on est très éloigné des salariés, il y a de plus en plus de prérogatives et de choses qu'il faut appréhender, on travaille de plus en plus en visio, on a de moins en moins d'efficacité face au passage en force patronaux, parce qu'ils ont beaucoup renforcé les possibilités de passage en force patronaux. Donc là, il y a vraiment un chantier à réinventer pour relancer la démocratie dans l'entreprise qui n'a jamais été aussi faible, au moins depuis 1945. Et enfin, sur ce que tu disais sur la répression, oui, nous, ce que nous voyons, c'est une grande vague de répression, là, en cours. Et c'est pas par hasard qu'il s'attaque au premier dirigeant de la CGT, c'est qu'encore une fois, c'est un signal, parce que derrière, ça décomplexe toute la répression patronale derrière. Avec la stratégie classique du coup de bambou sur on leur a tenu tête, et donc là il faut décapiter le mouvement social pour être sûr que nous ne puissions pas recommencer. Donc ça, il faut être très 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 lucide par rapport à ça. Mais le point positif, c'est que c'est tellement gros cette répression patronale contre les organisations syndicales, contre les organisations écologistes qualifiées maintenant d'éco-terroristes, c'est quand même grave hein, les termes employés. Et puis au moins là, ça a le mérite de la franchise, c'est qu'on utilise l'arsenal antiterroriste pour criminaliser l'action du mouvement social et l'action du mouvement environnemental. Et puis il y a le même autoritarisme dans les banlieues avec cette révolte des banlieues qui a été matée de façon extrêmement violente avec des comparutions immédiates. Et quand on regarde les chiffres qui sont donnés, c'est 2 fois plus de condamnations qu'en 2005, notamment à de la prison ferme, avec au moins 600 mineurs qui ont été condamnés à de la prison ferme et qui sont en prison actuellement. Quand on connaît l'état de nos prisons, l'état de la protection judiciaire de la jeunesse, on n'imagine pas dans quel état vont sortir ces jeunes de prison, encore plus violents qu'ils n'y sont entrés. Donc c'est très inquiétant pour l'avenir de notre société. Donc ça c'est inquiétant, mais le point positif c'est que c'est tellement gros que c'est beaucoup trop visible en fait. Et donc il y a une lucidité nouvelle, une solidarité nouvelle. L'objectif, quand il y a une répression importante, c'est de faire passer les syndicalistes et le mouvement social pour des voyous et de vous isoler du reste de la population. Là, on voit qu'au contraire, ça renforce la vision antidémocratique du gouvernement. D'ailleurs, qui, dans la mobilisation contre la réforme des retraites, a été un moteur, puisque d'abord, ça a été une contestation sociale, et ensuite, c'est ajouté une contestation démocratique. Et donc, je pense que ce passage en force, ils le font parce que c'est un signal de faiblesse. Ils n'ont jamais été aussi isolés, déconnectés des aspirations des populations, à la fois d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental, parce qu'on voit bien qu'ils nous mènent dans le mur. Leur dernière arme, c'est la répression. Mais cette répression, ça va rendre encore plus visible la violence de leur politique et le caractère antidémocratique. Donc ça s'appelle un coup de boomerang et je pense que c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines, puisque là, d'un point de vue social, c'est un peu comme ce qui se passe dans les banlieues, c'est-à-dire il y a un retour au calme, entre guillemets, factice, mais qui ne va pas durer, avec une colère sociale qui est extrêmement forte. C'est la raison pour laquelle l'intersyndicale donne le ton en appelant à une journée de grève et de manifestation le 13 octobre prochain, qui doit être la plus forte possible pour exiger des augmentations de salaire, exiger la défense de nos services publics et peser sur les négociations en cours sur les retraites complémentaires ou l'assurance chômage. Et donc c'est très important que nous, on montre qu'on ne baisse pas la tête et qu'on continue à avoir des perspectives de mobilisation gagnantes collectives. Merci Sophie, merci beaucoup. Fabien, même question à tiroir. Il y en a une, mais il y a beaucoup de sujets à évoquer. Vas-y, à ton tour. Merci. Bon, d'abord, merci à Nathalie et à la Fédération des partis communistes de la Seine-Saint-Denis d'avoir organisé ce débat. Je suis très heureux de pouvoir échanger, dialoguer avec Sophie ce matin. Moi, je pense que nous sommes d'abord dans un moment de bascule. Nous sommes dans un moment où le capital va chercher, pour sauvegarder ses intérêts et ses profits, dans une crise à multiples facettes. Il y a la crise climatique, il y a la crise des ressources, les métaux rares, l'eau et tant d'autres choses. Il y a
évidemment la crise de la guerre et l'inflation qu'on fait peser sur les classes populaires partout en Europe et partout dans le monde. On est dans ce moment de bascule et on a un pouvoir en place qui veut à tout prix ne pas changer le système pour sauvegarder les intérêts des puissants. Et donc, on a des gouvernements qui sont au service de ces intérêts et qui donc sont prêts à tout, y compris à basculer dans ce que, je ne suis pas le seul à le nommer, mais j'aime beaucoup ce concept de libéralisme autoritaire pour verrouiller en réalité leurs intérêts, étouffer toutes les colères populaires et tuer dans l'œuf toutes les alternatives. Et on a par exemple un gouvernement Macron qui a peur. Par exemple, on a parlé évidemment du mouvement social et sur la question des retraites. On parle du mouvement climat et notamment de la jeunesse, donc on les traite des groupes terroristes. On pourrait aussi signaler la LDH comme tu l'as fait, évidemment qui est là pour surveiller et qui est la vigie de nos libertés publiques depuis plus d'un siècle. Et lorsqu'elle sera à Sainte-Soline pour rendre compte des violences policières, on veut étouffer la LDH, pas l'étouffer. On appelle l'ensemble des collectivités et des partenaires à leur couper les vivres par la voie du ministère de l'Intérieur. Je cite aussi, parce que je pense que c'est un marqueur extrêmement fort de cette dérive libérale et autoritaire. Lorsqu'on s'attaque à la culture, par exemple, lorsque Justine Triet, réalisatrice, reçoit sa palme d'or à Cannes et dit un mot de solidarité avec les grévistes et la retraite à 64 ans, rappelez-vous le torrent de haine dont elle a fait l'objet, notamment de la part du gouvernement et même de la ministre. On a entendu des gens expliquer que Justine Triet devrait se taire parce qu'elle avait eu des subventions publiques pour réaliser son film. Imaginez, ça veut dire mettre la culture au pas. C'est exactement la même chose lorsque deux intermittents du spectacle sont intervenus au Molière, quelque chose finalement d'assez habituel. On laisse des intermittents et des intermittentes du spectacle s'exprimer légitimement sur leurs revendications. La ministre de la Culture s'est levée dans la salle pour les tancer et leur sommer de se taire. C'est la même chose évidemment avec la répression du mouvement syndical. Et pardonnez-moi de revenir sur ça parce que ça a été la petite polémique des derniers jours. Lorsqu'un syndicat, quel qu'il soit, mais le syndicat de la magistrature, annonce qu'il vient à la fête de l'humanité, là aussi, pardonnez-moi, ce n'est pas un très grand événement qu'un syndicat vienne à la fête. Il paraît, parce que je n'ai pas regardé ça, qu'il y a eu un torrent de boue et de haine, et qu'il s'est même trouvé le ministre de la Justice pour expliquer qu'il allait saisir l'ordre pour justement même interdire la venue des syndicats de la magistrature à la fête, ou en tout cas condamner ses propos. Je vous dis tout ça, et ne croyons pas que ce sont des petits à-coups. C'est en réalité une conception politique qui découle et qui est un projet d'ensemble qui veut faire taire toutes les oppositions. Et donc, je crois que notre première responsabilité, avec le mouvement social et syndical, je ne reviens pas sur la répression des milles syndicalistes et de Sébastien Ménesplier que tu as cité, évidemment, Nathalie et puis Sophie, mais aussi avec le mouvement féministe, avec le mouvement antiraciste, le mouvement des quartiers populaires, le mouvement écologique. C'est une honte que dans un pays qui a connu des attentats et qui a connu dans sa chair meurtrie par le terrorisme, qu'un ministre de l'Intérieur puisse assimiler des militantes et des militants qui luttent justement pour le climat et sur la question de l'eau, d'éco-terroristes. Eh bien,
Tout ceci, je pense que nous avons une question. On peut ne pas partager tous les combats. On peut ne pas partager en réalité tous les modes d'action, mais nous avons une question lorsque nous sommes dans ce moment de bascule. Nous avons une question lorsqu'un gouvernement fait un duo avec l'extrême droite en le rendant plus respectable d'une grande partie de la gauche. Nous devons travailler à l'unité de notre camp. Et donc, la première chose, et je ne suis que responsable politique, et ce sont les organisations syndicales qui œuvrent à organiser le mouvement social. Mais il y a la date du 13 octobre, il y a celle du 23 septembre, et il y en aura d'autres. Et je crois que nous avons le devoir d'y participer collectivement, pleinement et massivement. Et la dernière chose, nous sommes aussi dans un moment de bascule sur la démocratie, tu l'as dit, Sophie. Moi, je crois que nous devons remettre sur l'établi, peu importe le chiffre qu'on lui donne, la 6e République, c'est le projet. Moi, je crois que nous étouffons. Nous sommes dans un moment suffocant. Il y a des citoyennes et des citoyens, je le dis en tant qu'élu, qui se détournent de plus en plus de la politique. Et nous sommes dans un département avec Nathalie où nous connaissons un taux d'abstention extrêmement fort dans les élections. Ça doit évidemment nous interroger. La même chose, et tu l'as dit Sophie, sur la syndicalisation. Et évidemment, c'est difficile lorsqu'il y a une répression féroce de s'organiser, y compris avec les vêtements du salariat, y compris parce que le capitalisme est passé dans une nouvelle phase avec l'ubérisation du salariat. Nous devons remettre sur l'établi un grand chantier démocratique qui donne de nouveaux pouvoirs aux citoyens dans la cité, mais aussi des nouveaux pouvoirs aux salariés dans l'entreprise, et je dirais même plus, aux usagers dans les services publics. Parce que nous sommes arrivés dans un moment où les gouvernements libéraux et autoritaires sont en train de vendre l'ensemble des services publics de la nation qui ont été construits par des décennies de lutte et par les travailleuses et les travailleurs au privé. Je pense au secteur énergétique, je pense au secteur de la santé, je pense au secteur de l'eau et attendons dans l'éducation. Donc, il nous faut remettre ce grand chantier pour donner des nouveaux pouvoirs à tout le monde dans cette société. Ça, c'est une question politique, mais elle ne pourra se faire que si la majorité du peuple s'en mêle. Et si la majorité du peuple veut s'en mêler, il faut y travailler dans notre unité, malgré nos différences et nos divergences, qui ne sont pas un obstacle, mais qui doivent nous permettre justement de passer à une nouvelle étape. Et la fête, elle permet ça. Et évidemment, il y aura de nouveaux moments dans l'année. Voilà les premiers mots que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Fabien. Fabien, tu nous parles de mouvement de bascule avec tout ce que nous avons décrit sur la répression, la criminalisation de l'action syndicale, mais aussi associative. Je pense qu'on peut aussi ajouter la question du contrôle de la presse par les grands patrons. Je pense que ça fait aussi partie de ce mouvement de bascule et toute le fait qu'ils tiennent complètement maintenant les médias. Moi, j'ai été frappée cet été par une déclaration de Ruth Bézieux, vous savez, l'ancien dirigeant du MEDEF, qui dit que, y compris l'extrême droite, est un mal nécessaire pour notre pays. On connaît le poids de l'extrême droite du rassemblement dans nos pays. Est-ce qu'une partie de la bourgeoisie, maintenant du patronat, ne se fait pas à l'idée, comme en Italie, qu'on puisse aller sur un pays dirigé par l'extrême droite? Et ma question, c'est un peu de quelles nouvelles avancées du mouvement social pourrait modifier la donne par rapport à cette question-là et notamment à ce danger de l'extrême droite qui est très fort sur notre pays. Sophie, peut-être un mot. Oui, d'abord, je voulais dire, pour rebondir sur ce que disait Fabien, que sur le moment de bascule que nous vivons, je pense qu'il faut se dire maintenant très clairement que la démocratie, c'est un problème pour le capital. Là, on l'a vu très clairement pendant toute la séquence de mobilisation, on le voit dans les boîtes au quotidien, on le voit sur tous les sujets en fait. La démocratie est un problème pour eux. Et donc, du coup, dans l'autre sens, la démocratie, c'est notre arme.
Donc ça donne, nous, la feuille de route qui est très claire, avec l'enjeu démocratique qu'il faut vraiment lier à la bataille sociale et environnementale, et aussi l'enjeu démocratique dans nos organisations, parce qu'on n'est pas crédible pour exiger plus de démocratie dans les boîtes et dans la société si nous, on n'est pas exemplaires. Et en tout cas, dans l'analyse que la CGT a faite de la question des gilets jaunes, ils ont émergé justement dans ces fameux déserts syndicaux, donc ce qui renforce la nécessité de les arroser un peu ces déserts. Et puis aussi, ce qui les a fait se développer, c'est l'aspiration démocratique et le sentiment que s'ils allaient dans une organisation syndicale, ils perdaient la maîtrise de leur mouvement et de leur mobilisation. Et donc c'est à ça aussi qu'il faut qu'on sache répondre dans nos formes de lutte. Donc bon, la CGT, ça fait 30 ans que elle est beaucoup plus vigilante à organiser en permanence des assemblées générales avec les salariés pour décider de la conduite de la lutte, de la reconduction de la grève, etc. Mais c'est des choses en plus qui peuvent être décuplées et pour lesquelles le numérique peut être un outil. Sur la question du risque de basculement à l'extrême droite, je pense que c'est notre grande colère à toutes et tous. C'est que non seulement avec ce passage en force, Emmanuel Macron impose une réforme injuste, violente et qui n'était pas nécessaire, mais il ouvre un boulevard à l'extrême droite et il devra assumer cette responsabilité face à l'histoire. Et en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est chaque jour, il y a des signaux supplémentaires d'inquiétude qui renforcent la crédibilité de cette menace. Alors, je voudrais tout de suite dire une chose. Évidemment, il faut être très lucide, très mobilisé et analyser tous ces signaux. Mais il ne faut surtout pas intégrer, je commence maintenant même à entendre que, effectivement, comme l'a dit Rouge des Yeux, donc c'était au printemps, l'extrême droite serait un risque nécessaire. Donc ça y est, de toute manière, ils vont arriver au pouvoir, c'est la vie, on n'a jamais essayé, vous allez voir, ça s'est bien passé. Finalement, il y a bien eu Trump aux États-Unis, donc nous, on peut avoir Marine Le Pen en France. Non. De toute manière, jusqu'au bout, tu nous demandais au début sur est-ce qu'on peut encore faire des choses pour infléchir les choses. Oui, on peut toujours. Ça, c'est la grande leçon de l'histoire. C'est même en 1942, quand on avait l'impression que les nazis avaient le contrôle de l'Europe, du monde, que la résistance était décapitée, les gens étaient exterminés, il y a encore des gens qui résistaient, qui espéraient, qui continuaient l'alternative, et heureusement qu'ils l'ont fait. Et c'est au final ce qui a permis d'inverser le cours de l'histoire. Donc oui, nos forces individuelles cumulées, quand on s'organise collectivement, peuvent toujours inverser le cours des choses. Et leur stratégie, c'est justement le TINA, le There is no alternative, de faire croire que de toute manière, les choses sont écrites d'avance et que finalement, autant pas se fatiguer et rester tranquillement à consommer avec l'argent qu'on nous laisse et encore, et à rester devant la télé. Donc ça c'est vraiment très important de se dire aussi que nous avons des responsabilités individuelles et des responsabilités collectives parce que c'est nos mobilisations, nos initiatives, notre imagination qui peut faire changer la donne dans un sens ou dans l'autre. L'histoire n'est jamais écrite. Et là, dans la mobilisation qu'on a vue, il y a eu plein de moments avec des petits moments de bascule où on n'est vraiment pas passé loin, où grâce à ces moments de bascule, on a pu amplifier la mobilisation. Par exemple, le 19 janvier, Macron pensait qu'il n'y aurait personne dans les rues parce qu'il pensait justement, lui, c'était la stratégie du fatalisme. Et donc, il savait bien que personne n'était d'accord avec sa réforme, mais il pensait d'abord que les gens n'avaient pas d'argent et ne feraient pas grève, et ensuite que tout le monde était convaincu, comme il avait dit qu'il lâcherait rien, qu'on ne s'est servi à rien en décembre. Or, il y a eu 6 mois de mobilisation, ça s'était absolument pas écrit. Et donc là, il y a des graines qui restent en termes de combativité, de lucidité, d'envie d'en découdre, que nous, militants du mouvement social, on voit arroser et auxquels il faut ouvrir des perspectives. Alors sur les signes quand même à analyser en profondeur sur la montée de l'extrême droite, donc d'abord il y a la situation de la presse et la stratégie du capital. Donc effectivement, ce qu'elle déroute des yeux, ça vient pas de nulle part. Ça vient du fait qu'aujourd'hui, il y a une partie du capital que certains qualifient de finance autoritaire qui subventionne objectivement l'extrême droite. Donc c'est Bolloré en France. C'est en Angleterre, le Brexit, soi-disant c'était les classes populaires qui avaient voté pour le Brexit, etc. Non, c'est la City qui a financé une campagne pour le Brexit pour sortir des normes sociales européennes et contre les syndicats britanniques. Donc, et pareil, aux États-Unis, Trump a été largement financé par les patrons et par le capital. Donc oui, aujourd'hui, il y a une stratégie patronale de la finance de faire arriver l'extrême droite au pouvoir parce que, encore une fois, la démocratie est un problème pour eux. Donc ils n'en veulent plus, le meilleur moyen d'y mettre fin, c'est l'extrême droite. Et l'intérêt, évidemment, pour eux de l'extrême droite, on le sait, nous militants du mouvement social, c'est que l'extrême droite, elle substitue au clivage de classe capital-travail le clivage identitaire en fonction de la couleur de peau, de la religion et de tout ce que vous voulez d'autre. Et donc, à partir de là,
c'est sûr qu'on est désamorcé dans nos objectifs de rassemblement de notre classe et que le capital peut être bien tranquille. Donc, il y a une partie du patronat qui a une stratégie volontariste de soutien, de subvention de l'extrême droite, et puis l'autre qui est un peu comme Roux Bézieux, se dit bon, oui, nous on préfère Macron, mais bon, si ça arrive, on jouera notre carte, voilà. Donc c'est pour ça que la CGT s'est fortement mobilisée sur la situation du JDD, parce que c'était un signe très fort de basculement, et le fait que la Macronie ait laissé les journalistes du JDD faire 6 semaines de grève sans lever le petit doigt pour intervenir, alors qu'il y avait des leviers d'intervention, que nous les avions interpellés là-dessus, via les aides à la presse notamment, ça montre à quel point, effectivement, Emmanuel Macron fait la courte échelle à l'extrême droite. Et d'ailleurs, le fait que dans le premier numéro, il y ait une interview d'une ministre du gouvernement, on ne va pas me faire croire qu'elle a fait cette interview de sa propre initiative. Ça a été évidemment validé par l'Élysée. Donc il y a une stratégie aujourd'hui de faire monter l'extrême droite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Macron s'est permis ce passage en force sur la réforme des retraites. C'est parce que quand il y a une tripartition de la vie politique française, il sait qu'il ne peut pas y avoir d'alternative. Que s'il y avait une dissolution, parce qu'on est passé pas loin quand même d'une motion de censure et d'une dissolution, il n'était pas très inquiet, puisqu'il savait que derrière il y avait 3 pôles, et donc c'était compliqué pour la gauche d'être majoritaire et de gagner à l'Assemblée. Donc lui, il a une stratégie explicite, assumée, de faire monter l'extrême droite. Dans les signes inquiétants, donc la presse, avec la presse d'extrême droite, et puis le reste de la presse, à part quelques îlots de résistance comme l'Humanité, Mediapart, Politis, etc., mais encore les etc., ils sont très courts. Une presse qui est contrôlée par quelques milliardaires, avec des menaces sur les libertés permanentes. Par exemple, il n'y a pas besoin d'être contrôlé par Bolloré pour avoir une remise en cause de ses conditions éditoriales. C'est resté assez discret, mais les journalistes des Échos se sont fait censurer quand ils ont voulu publier une critique d'un livre critiquant la stratégie de Bolloré, et ça a amené l'éviction de leur rédacteur en chef. Et ça, c'est LVMH, donc un patron qui a priori n'est pas Bolloré, qui est même en concurrence avec Bolloré, mais comme il avait un petit deal avec lui sur ce point, il a fait sauter son rédacteur en chef. Donc de fait, il ne faut surtout pas limiter notre critique des stratégies financières sur les médias à celle de Bolloré, puisque derrière Bernard Arnault n'est pas mieux. Je pourrais citer aussi Dassault. La seule différence, c'est que pour l'instant, il ne roule pas pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour, mais il roule pour le capital d'une façon générale. Donc la presse, la police et l'armée, il faut en parler. La police et l'armée, il faut en parler. Parce que là, c'est quand même scandaleux, avec un silence assourdissant. Pourquoi ? Parce que le dernier ministre qui a osé poser une toute petite question sur les pratiques de maintien de l'ordre, il l'a payé de sa tête puisqu'il a été contraint à la démission par les syndicats de policiers. Et donc aujourd'hui, il y a un enjeu sur notre police républicaine. C'est la raison pour laquelle la CGT demande à ce qu'il y ait un grand débat citoyen sur les rapports police-population, les leçons à tirer aussi de ce qui s'est passé dans les quartiers populaires. Donc on demande à ce que ça se fasse sous l'égide du CESE pour avoir un débat pluriel, contradictoire, parce qu'il y a aussi des choses qu'il faut entendre de la part des forces de l'ordre, qui en gros, le problème des forces de l'ordre, c'est qu'elles n'ont jamais été aussi peu nombreuses, mais aussi armées. Et donc, du coup, forcément, ça veut dire des pratiques violentes en matière de maintien de l'ordre. C'est aussi des problématiques de salaire, de recrutement, d'absence de formation, etc. Il y a aussi des questions sociales qu'il faut porter par rapport aux forces de police. Et il y a des choses qui sont totalement inacceptables en termes de racisme, de directives de maintien de l'ordre, et du fonctionnement aujourd'hui de la police qu'il faut pouvoir poser. Pareil sur l'armée, il y a des choses très inquiétantes. Et donc le fait que l'armée et la police soient en train de basculer à l'extrême droite, c'est extrêmement inquiétant pour notre démocratie et pour notre République. Et puis pour finir, je pense que la colère, c'est que là, Macron et le capital, avec leur politique autoritaire, ils sont en train de faire sauter toutes les digues démocratiques. Et si un jour l'extrême droite, par malheur, arrivait au pouvoir, le sale boulot aurait été fait avant, et nous, on pourrait pousser des cris en disant c'est pas démocratique. Ils auront déjà fait la même chose avant, en fait. C'est ça la chose la plus scandaleuse, c'est que c'est très dangereux après pour la suite. Et donc, nous, quelle responsabilité, quelle stratégie face à ça, justement, pour empêcher l'inéluctable ? Parce que je pense que c'est maintenant la question. Fabien disait l'unité. Oui, l'unité des forces politiques, je pense que c'est nécessaire. Bon, c'est pas ma responsabilité directe. Et donc, nous, notre responsabilité directe comme organisation syndicale, c'est l'unité des forces syndicales. C'est pour ça que
nous avons réussi, et je pense que ça fait partie des acquis de la mobilisation, à conserver une intersyndicale qui propose des perspectives aux salariés, à avoir une intersyndicale qui passe de la contestation d'une réforme aussi à des phases de proposition, avec dans nos déclarations, il y a des propositions sur beaucoup de sujets, des perspectives de mobilisation, une intersyndicale qui aborde les grandes négociations de façon unie pour la première fois. Pour la première fois dans des négociations sur l'assurance chômage ou sur l'Agir Carco, on y va d'une seule et même voix pour dénoncer les velléités patronales et les velléités gouvernementales. Et quelque part, il faut qu'on soit conscient que la capacité du mouvement syndical, pourquoi l'intersyndicale elle est importante? Parce que c'est ça qui permet de rassembler le monde du travail dans sa grande diversité. De rassembler ceux qui, comme le disait Aragon, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, de rassembler les cadres et les ouvriers, de rassembler ceux du privé, ceux du public, les employés, les ouvriers, le tertiaire, l'industrie, etc., etc., et d'avoir justement des positions rassembleuses qui permettent d'éviter ces clivages identitaires dans lesquels veut nous enfermer le gouvernement. Pourquoi le gouvernement fait sa rentrée sur la baya? Parce qu'il sait bien que ça met le bazar partout. Et qu'avec ça, il a 2 mois de tranquillité dans lesquels la gauche va passer son temps à se déchirer sur cette question-là. Donc l'enjeu, c'est d'avoir, nous, d'être très vigilantes et vigilants pour travailler des positions rassembleuses larges et empêcher ces mises en opposition catastrophiques quand on met en opposition le racisme et l'antisémitisme, quand on instrumentalise la laïcité pour aller stigmatiser une religion, etc. Tout ça, c'est pour justement faire diversion des oppositions de classe et organiser la mise en opposition et en division de notre camp. Et dernier point, avant de passer la parole à Fabien, sur la question de l'unité. Enfin, je pense qu'on est beaucoup dans cette salle à être aussi hantés par les expériences totalitaires et d'accession de l'extrême droite au pouvoir. C'est quand même important de se rappeler qu'en général, l'extrême droite arrive au pouvoir par les urnes. Et ensuite, que quand on regarde, quand l'extrême droite est arrivée au pouvoir par les urnes, et en Allemagne, elle est arrivée en Allemagne parce que la gauche était profondément divisée. Et c'est pourquoi elle n'est pas arrivée en France, parce qu'en France, entre-temps, il y a eu un changement de stratégie des forces politiques et des forces syndicales, et que nous avions fait le Front populaire, que la CGT s'est réunifiée, et qu'il y a eu le grand mouvement syndical de 36. Donc on voit bien que l'alternative, elle est claire. 33 en Allemagne, ça se fait sur la division des forces de gauche et du mouvement social. 36 en France, ça se fait sur le rassemblement du mouvement social. Donc c'est dur, il y a toujours 36 raisons de se diviser. Hein. Et franchement, moi je pourrais vous dire sur plein de choses tout le mal que je pense de la CFDT sur plein de sujets. On a plein de désaccords. Mais face à la bête immonde, face à ce risque gravissime qui est de plus en plus crédible, il nous reste 4 ans pour avoir aussi des perspectives rassembleuses et pouvoir justement impulser autre chose, parce qu'on sait que c'est les dynamiques qui créent les dynamiques. Là, il faut sortir de la guerre d'opposition et avoir une guerre de mouvement en mouvement, de perspective progressivement, et chacun doit prendre sa part de risque et doit sortir de sa ligne de confort. En fait, on a l'impression que chacun est dans sa ligne et voilà, comme ça, chacun fait sa partition. Là, on n'ira pas très longtemps face à la catastrophe qui se prépare, si nous ne faisons rien. Merci beaucoup. Ça bien, ça veut manipuler. Est-ce qu'on va dans sa liste de confort? Oui, moi je partage ça, c'est que l'extrême droite, on sait toujours quand elle arrive. Et y compris très souvent par les urnes, parfois par des coups d'État, on est à 50 ans de Chili, mais régulièrement d'abord par les urnes. Mais on ne sait jamais quand elle s'en va et dans quel état elle laisse la société. Et ça, quand on est un militant communiste, un militant progressiste, un militant de gauche, je crois que le risque est trop grand de laisser s'installer l'idée que la seule alternative crédible au pouvoir de l'argent serait l'extrême droite. Et si nous faisons ça, nous allons nourrir le désespoir, et nous le savons. Le désespoir, pour nous, est le pire des ennemis. Donc, la question qui nous est posée, c'est de recréer l'espoir. Et lorsqu'on est des militantes et des militants, que nous soyons politiques, syndicaux, associatifs, si on pense qu'il n'y a plus d'espoir de changer la société, on reste chez soi et on remballe les cartons. Donc, oui, nous sommes dans un moment de bascule, je le redis. Oui, tu as raison Sophie,
Je pense que le capital déteste de plus en plus la démocratie et qu'il est en capacité, s'il pense que pour sauvegarder ses intérêts, ça sera plutôt Le Pen que Macron, il fera ce choix-là. Parce qu'à un moment donné, il l'a fait ailleurs et il le fait déjà au sein de l'Europe. Ce que nous avons vécu avec l'Italie est extrêmement dramatique. Ce que nous vivons dans l'Europe de l'Est, en Hongrie et en Pologne, est extrêmement dramatique. Ce que nous vivons dans le nord de l'Europe, où la social-démocratie a toujours été forte et l'extrême droite la plus faible, c'est que la Suède est en appui. L'extrême droite, est en appui aujourd'hui d'un gouvernement. Et regardons bien ce qui s'est passé au Brésil. Comment il a fallu lutter, alors que tous les indicateurs disaient que Lula allait regagner extrêmement largement. L'extrême droite s'est accrochée jusqu'au bout et a même, une fois que Lula a gagné, contesté, comme Trump d'ailleurs, pour contester devant les juridictions et appeler à l'insurrection pour contester le choix des urnes. Et donc, ici, le risque est trop grand. Parce que l'extrême droite contamine le débat politique et médiatique. Elle impose même son agenda. Ses idées sont banalisées. Je prends le dernier sur la question des étrangers. Quand une sénatrice LR reprend les mots de l'extrême droite en parlant de français de papier ou de français, je ne sais pas comment, en plein hémicycle, dans le Sénat, il y a 10 ans, ça aurait été une honte vue, elle aurait été même radiée des Républicains. Aujourd'hui, ça passe. Et même, on nous explique que c'est normal et c'est le débat d'idées simple. Aujourd'hui, une grande partie de la droite républicaine parle comme l'extrême droite et est prêt à s'allier avec elle pour diriger le pays. Nous en sommes à ce point de bascule-là. Donc, je le redis avec force, nous devons ouvrir un nouveau chemin, un nouveau espoir pour des millions de travailleurs et de travailleuses, de celles et ceux qui luttent, de celles et ceux qui en ont marre de la mal-vie, qui en ont marre de la précarité, qui en ont marre de l'extrême pauvreté. Nous sommes dans un pays où 10 millions de personnes n'arrivent plus à se nourrir correctement. Il y a quelques jours, nous devons entendre ça. Les restos du cœur, mais on pourrait associer le Secours populaire français, les banques alimentaires, la Croix-Rouge et bien d'autres associations nous disent que dans la 6e puissance mondiale, ils n'ont plus les moyens aujourd'hui d'assurer leur mission associative et qu'il va arriver de nouveaux publics chaque jour. Hier, c'était les étudiantes et les étudiants qui, pendant la crise du Covid, ont fait des files d'attente pour aller chercher une soupe populaire à 1 €. Mais même aujourd'hui, lorsqu'on fait des maraudes avec les associations, on voit des travailleurs et des travailleuses qui ont un boulot et un petit salaire, mais qui n'arrivent même plus à se loger, dorment dans leur voiture ou aux 15 du mois, n'arrivent plus à faire leur frigo. Nous sommes dans ce moment-là. Et donc, pour recréer cet espoir, oui, il y a une question, c'est l'unité. Parce que nous le savons, si nous partons divisés, quels que soient les débats que nous ayons, je reprends l'expression de Sophie, si nous restons chacun sur notre ligne, alors une nouvelle fois, le risque est grand que ça soit un second tour entre l'extrême droite et l'extrême argent. Et ce coup-ci, ça peut être l'extrême droite, parce que la question du barrage républicain, lorsqu'on a des ministres qui n'ont eu de cesse de stigmatiser les étrangers, qui n'ont eu de cesse de stigmatiser les syndicalistes, ne voudront plus du barrage républicain. Donc nous avons 3 ans pour travailler à cette unité. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, on n'est pas d'accord sur tout. Mais on peut se mettre d'accord sur l'essentiel. Faire barrage lorsque nous en sommes là. Et je le dis, nous devrions apprendre aussi de l'Espagne. Parce qu'on regarde beaucoup du côté de l'Espagne. Heureusement qu'il y a eu une gauche unie qui est partie aux élections. Parce que là aussi, en Espagne, le coup n'est pas passé loin. Et donc, quand on a tout ce tableau,
dans le monde, prenons pas le risque ici de vivre ça. Parce qu'imaginons un seul instant, je ne veux pas faire peur, mais imaginons un seul instant que l'extrême droite arrive au pouvoir. Mais ce seront nos libertés individuelles et publiques déjà bien attaquées, mais qui seront encore reliées. Et puis, dernière chose, ils n'abattront pas la 5e République. On a souvent pensé ça, mais aujourd'hui, ils ont toutes les armes constitutionnelles et réglementaires pour opposer leur cogérance et raciste et libérale dans le pays. Ils pourront piétiner le gouvernement comme Macron l'a fait, parce qu'il leur a donné la feuille de route en leur disant « Tiens, regarde tous les articles, tu pourras piétiner la colère populaire et même piétiner le Parlement s'il n'est pas ta botte. » Donc, il y a une grande alerte. Et si ce soir, enfin ce matin, pardon, ce soir je prends la parole, mais ce matin, si ce matin nous pouvons entendre ça et faire résonner ça dans la fête de l'humanité, mais surtout en dehors de la fête dans les prochaines journées d'action, alors nous aurons été utiles ce matin. Bon, merci vraiment tous les deux très chaleureusement. Sophie et puis Fabien sont appelés dans d'autres débats, donc malheureusement notre format est un peu court, mais je pense qu'on est revenu sur l'essentiel. Je vous invite tout à l'heure à midi, si vous le souhaitez, à l'inauguration de notre stand et au vernissage de nos deux expositions, celle sur le convoi des 31 000 et celle réalisée par Raphaël Pérez sur le mouvement social. Merci, merci à tous. C'est un petit cadeau. Merci, Raphaël.